Alors on va corriger les exercices sur les forces. Donc le premier exercice qui n'était pas bien difficile, c'était un petit peu des révisions de choses que vous avez normalement déjà vues au collège. Donc on nous dit qu'un joueur frappe une boule de billard posée sur une table à l'aide d'une canne, et donc il faut compléter les différents tableaux qui résument les actions ayant lieu, les actions subies par la boule. Donc action mécanique exercée par la canne sur la boule, donc l'acteur c'est la canne, le receveur c'est la boule. Donc on note ça F de canne sur boule. Donc le point d'application, c'est le point de contact entre la canne et la boule. La direction, elle va être horizontale. Et le sens, là sur le schéma, ça va être vers la droite. Et donc si on dessine, on va dessiner un vecteur comme ça. Alors l'action mécanique de la Terre sur la boule, donc l'acteur c'est la Terre, le receveur c'est la boule, donc c'est F de la Terre sur la boule. Le point d'application, c'est le centre d'inertie de la boule. La direction, c'est la verticale, et le sens, c'est vers le bas. Donc, on dessine un vecteur dirigé verticalement vers le bas. Alors, il nous reste une dernière force. Alors là, on ne précise pas, donc c'est l'action mécanique qui va exercer la table sur la boule. Donc l'acteur, c'est la table, c'est le support. Le receveur, c'est la boule, donc F de table sur la boule. Le point d'application, c'est le point de contact entre la boule et la table. La direction, c'est la verticale, et le sens, c'est vers le haut. Donc cette fois-ci, je dessine un vecteur verticalement vers le haut. Alors la deuxième force du tableau porte un autre nom, lequel? Donc c'est la force qu'exerce la Terre sur la boule, donc ça c'est ce qu'on appelle le poids. Donc la masse de la boule c'est de 210 grammes, calculer la valeur de cette force, on nous donne la valeur de la pesanteur, 9,8 Newton par kilogramme. Donc on a la masse, faut la convertir en kilogrammes, et on applique la formule P égale M fois G, on trouve 2,1 Newton. Alors, l'exercice d'après, donc les diagrammes objet-action. Un skieur nautique est tracté par un bateau, l'objet d'étude, donc le système, c'est le skieur, et on nous demande de construire un diagramme objet-action de cette situation. Donc, les objets qui vont interagir, on a le skieur, on a l'eau, on a la corde à laquelle il est accroché. Si vous avez mis le bateau, c'est bon aussi. Et la terre. Et donc on a des actions, alors attention, on les dessine, on met une double flèche, parce que rappelez-vous le principe des actions réciproques. L'eau va agir sur le skieur, mais le skieur va agir sur l'eau. Et c'est vrai pour chacune de ces actions. Donc ensuite, quand on redessine tout ça, donc on a le skieur, le bateau avec la corde qui le tracte, donc on va avoir une force de tension dirigée dans ce sens-là, le poids, l'interaction entre la terre et le skieur, donc dirigé verticalement vers le bas, et l'eau qui agit sur le skieur. Donc là on peut soit représenter une seule force un peu en biais, comme ça, soit représenter deux forces. Donc une composante verticale qui est la réaction, donc qui l'empêche de tomber, et puis s'il lâche la corde, il va s'arrêter rapidement, parce que l'eau elle va exercer une force de frottement très importante en fait, sur la surface de ses skis. Donc une force qui va être dirigée de façon opposée au mouvement, donc horizontale, mais cette fois-ci vers la gauche, puisque le mouvement se fait vers la droite. Donc on peut représenter cette action par deux forces, ou par une seule, on fait la somme vectorielle. Donc je fais R plus F, et donc j'arrive quelque part par là, et hop, je trace mon vecteur ici, comme ça en biais. Alors l'exercice suivant, donc la lutte à la corde. Donc quelles sont les actions mécaniques les caractéristiques des forces modélisant les actions mécaniques exercées par les joueurs sur la corde. Donc la force elle est dirigée selon la direction de la corde. Et alors si je considère que ça c'est l'équipe A et que ça c'est l'équipe B, donc la force qu'exerce A sur la corde, elle est dirigée dans ce sens-là vers la gauche. Et si je considère la force exercée par l'équipe B sur la corde, cette fois-ci j'ai une force qui est dirigée vers la droite. Donc là je vais dessiner un vecteur partant d'ici, dans ce sens-là, peut-être du premier, on peut le faire partir un peu d'où on veut, les vecteurs on les met où on veut. Donc
je peux le faire partir d'ici, hop, dans ce sens-là, et puis là, ici, dans ce sens-là. Alors les deux derniers exercices sont un petit peu plus calculatoires. Le satellite de télécommunication. Alors on considère un satellite de télécommunication, le poids du satellite est de 2940 newtons, donc attention, c'est la valeur de la force. Faut pas confondre masse et poids. Une masse c'est en kilogrammes, et le poids c'est une force, c'est en newtons. Alors calculer la masse du satellite. Donc P égale M fois G, je connais P, je connais G, je cherche M, donc M c'est P sur G. On fait le calcul, on trouve que c'est un satellite de 300 kg. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'altitude? Parce qu'on nous dit que ce satellite il est passé sur une orbite d'altitude H qui vaut 36 000 km. Donc l'altitude, c'est la distance entre le sol et l'objet. Quand vous êtes en avion, le pilote il a accès à l'altimètre, et l'altimètre c'est la distance qui le sépare du sol. Alors, faire un schéma de la situation dans les distances utiles, donc ces deux questions-là étaient destinées à à ce que vous ne vous trompiez pas, parce que dans la force gravitationnelle, ce qui m'intéresse, c'est la distance entre le centre de l'astre et le centre du système. Donc c'est la distance petit d ici. Et donc ici, on a petit h, et là on a rt. J'ai écrit 2 fois rt, mais là c'est petit h. Donc ce qu'on constate, c'est que petit d, c'est quoi? C'est rt plus h. Donc c'est ça qu'il va falloir prendre en considération. Donc j'applique la formule de la force gravitationnelle, grand G fois le produit des masses des deux corps qui s'attirent, divisé par le carré de la distance qui les sépare. Attention, cette distance, elle doit être en mètres. Donc, grand G, c'est une constante, 6,67 10 moins 11, la masse de la Terre, elle nous est donnée, la masse du satellite, on l'a calculée juste au-dessus, et donc 36 000 km. Donc, quand je le mets en mètres, donc 36 000, ça fait 3,6 10 puissance 4 km, et pour le convertir en mètres, je multiplie par 10 puissance 3, donc j'arrive à 10 puissance 7. Pareil pour 6400, ça fait 6,4 10 puissance 6 mètres. Je mets tout ça au carré, et je trouve 66,6 newtons. Petite remarque, là, je me dis, mon résultat il est correct, j'ai pas fait d'erreur de calcul. Les erreurs de calcul, vous en faites souvent, si par exemple vous oubliez de convertir. L'erreur classique, c'est d'oublier de mettre le carré. Donc dans ce cas-là, vous risquez de tomber sur un résultat qui est faux. Il y avait un moyen de se douter si le résultat est juste ou bon, c'est qu'on nous dit que quand il est au niveau du sol, il subit une force, son poids c'est grosso modo 3000 newtons. Plus je vais m'éloigner du centre de la Terre, plus la force que va exercer la Terre va diminuer, parce qu'elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc plus je m'éloigne, et plus cette force gravitationnelle diminue. Et elle diminue rapidement, parce qu'elle diminue comme le carré de la distance, c'est pas proportionnel. Si je suis 2 fois plus loin, la force est 4 fois plus petite. Donc, quand je fais mon calcul, forcément je sais que je vais trouver moins que quand il est au niveau du sol. Donc je vais trouver moins de 3000 newtons. Donc là je trouve 66,7, c'est plutôt encourageant. Si je trouve un résultat qui est plus grand que 3000 newtons, c'est que j'ai forcément fait une erreur quelque part dans le calcul. Alors, question suivante. Donc le satellite parcourt son orbite circulaire à une vitesse de 11 100 km/h. Calculer la longueur de l'orbite du satellite. Donc le satellite, il a une orbite qui est circulaire, c'est un cercle, donc son orbite c'est tout simplement le périmètre du cercle, donc c'est 2 fois pi fois le rayon. Le rayon là il s'appelle petit d, donc 2 fois pi fois d. Donc on fait le calcul, on trouve 2,66 10 puissance 5 km. Alors en mètres on avait trouvé 2,66 10 puissance 8, je le convertis en kilomètres parce que j'anticipe un peu la question d'après. La question d'après on nous demande d'en déduire la période de révolution du satellite, la durée qu'il met à faire un tour. Donc V, c'est la distance L divisée par grand T, la période de révolution, la durée d'un tour. Donc T, ça va être L sur V. Sauf que V, il est en kilomètres par heure. Donc si je veux pas m'embêter à convertir la vitesse, je vais utiliser une longueur qui sera en kilomètres, puisque là j'ai des kilomètres par heure, et je trouverai une période T qui sera en heure. Donc c'est pour ça que j'avais converti tout à l'heure. Donc je prends mon résultat en kilomètres, ma vitesse en kilomètres heure, c'est bon, c'est cohérent au niveau des unités, et je trouve mon résultat en heure, 24 heures. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il fait un tour en même temps, pendant la même durée que met la Terre à faire un tour sur elle-même. En fait, il tourne de façon synchrone. Ça veut dire que quand on regarde depuis la Terre, ce satellite, il a l'air d'être immobile. Donc c'est ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. Les satellites géostationnaires, ils sont très utiles. On s'en sert en météorologie. Quand vous regardez des images satellites au-dessus de l'Europe, c'est un satellite géostationnaire qui est placé au-dessus de l'Europe.
et qui permet en fait de suivre en continu, et de photographier les masses nuageuses au-dessus d'une zone du globe. On s'en sert en télécommunication aussi, comme antenne relais. Alors, si vous avez une parabole sur votre maison pour capter la télé, la parabole elle est dirigée vers le satellite sur lequel vous êtes branché. Et une fois que la parabole est réglée, on n'y touche plus, tout simplement parce que le satellite étant géostationnaire, depuis la Terre, il bouge pas. Donc il n'y a pas à régler l'antenne. Une fois que c'est réglé, ça bouge plus. Ça bouge plus dans le référentiel terrestre, mais ça bouge dans le référentiel géocentrique.